Chers auditeurs de cette émission Droit et Devoir, nous vous saluons avec respect. Où que vous soyez, vous nous écoutez depuis votre position d'écoute, bien sûr. Cette émission Droit et Devoir, et nous poursuivons donc notre grande campagne d'implémentation du Code pénal du Togo avec l'engagement personnel de Madame Odette Donga Nzonou, qui est juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé, qui a pris sur elle de nous expliquer le contenu, l'essentiel de ce livre sacré. Et je vous sais donc à l'écoute de cette émission. C'est une suite puisque nous l'avons démarré il y a longtemps. Merci à vous d'être toujours à notre côté, à notre compagnie pour nous encourager à faire l'essentiel dans cette rencontre, et pour également ceux qui nous suivent sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux, vous allez également continuer par partager afin que nous puissions atteindre l'objectif. L'objectif est que tout le monde puisse être informé au même niveau, puisse avoir l'information en matière de la loi, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Donc, je suis en face de Madame Odette Donga Nzonou, je l'avais déjà dit. Nous avions poursuivi l'autre semaine avec le paragraphe 1 qui a parlé donc du meurtre et de l'assassinat. Le dernier article, on va finir et puis continuer. Sûrement qu'elle a déjà fini. On va continuer avec le paragraphe 2 qui va parler donc de l'empoisonnement et de l'administration de substances nuisibles à la santé. Donc tout ce qui est dedans, Madame va expliquer tout à l'heure. Madame, bonjour, comment vous allez? Bonjour, je vais bien, vous-même. Je porte à merveille également. Et nous sommes donc encore à ce rendez-vous ultime que beaucoup de nos auditeurs ne ratent pas. D'entrée, vous avez la parole pour saluer donc ceux qui vous sont chers, vos proches. Merci beaucoup pour ce énième numéro de l'émission Droits et Devoirs en français. Et vous avez été nombreux à souhaiter que nous puissions animer cette émission en français également, à part les V. Donc, merci à vous qui nous avez soutenus. Je voudrais, comme à l'accoutumée, dire un sincère merci à Dieu, au Seigneur, qui est là dans nos vies et grâce à qui vous et moi, nous sommes en bonne santé, et grâce à qui cette émission est animée aujourd'hui. Parce que sans la santé, sans la grâce divine, je pense que beaucoup sont couchés à l'hôpital ou peut-être endormis et dans le Seigneur. Donc c'est une grâce pour vous et moi d'être ici, et nous devons vraiment rendre gloire à Dieu. Mes remerciements vont au chef de l'État, Faure Essozimna Nyasimbe, pour sa politique de paix, paix sans laquelle rien ne peut marcher dans un pays. C'est parce qu'il y a la paix au Togo que vous et moi, nous pouvons vaquer librement à nos occupations et nous arrivons à se rencontrer pour animer calmement et en paix cette émission. Merci, Monsieur le chef de l'État. Mes remerciements iront également au DG de la radio Maranatha, Tonton Jacques, pour tout ce qu'il fait en faveur de l'information, de la sensibilisation des populations. C'est grâce à lui que cette émission a vu le jour. Merci. Mes remerciements vont également aux journalistes Aratefou de la radio Maranatha, que j'appelle affectueusement Aristo. Merci Aristo d'avoir une idée géniale de mettre cette émission sur YouTube et par-dessus tout pouvoir le partager à travers les autres réseaux
sociaux. Que Dieu te bénisse abondamment. Mes remerciements vont également à vous, les collaborateurs de la radio Maranatha, vous qui êtes aux côtés de votre directeur pour que sa vision aille loin. C'est vous qui lui permettez de pouvoir rendre effective sa mission de sensibiliser et de porter l'information dans les lieux les plus reculés. Merci à vous. Mes remerciements vont également aux auditeurs de la radio Maranatha ainsi que les auditeurs qui nous suivent sur YouTube, WhatsApp, Facebook et bien d'autres réseaux sociaux. Merci à vous pour le soutien inconditionnel et indéfectible que vous nous apportez. Merci de nous soutenir et surtout de nous encourager à continuer dans ce sens. Vos interrogations, vos suggestions nous permettent d'améliorer cette émission. Je voudrais enfin exhorter ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter notre émission de capter Radio Maranatha ou d'aller sur YouTube et cliquer sur Togo Actualité, Nia Devenu, pour pouvoir suivre l'émission Droits et Devoirs, aussi bien en français qu'en effet, pour que l'ignorance ne puisse pas vous tuer. Merci. Merci également à vous, madame. Comme on ne peut pas danser, s'apprécier, je voudrais vous féliciter pour votre engagement, pour la tenue de cette émission, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À chaque fois que vous revoyez votre agenda pour avoir un laps de temps pour animer cette émission, que le Seigneur également puisse vous en remercier, et l'effort que vous fournissez ne sera pas vain. Merci beaucoup une fois encore. Nous allons poursuivre donc cette émission avec voilà un petit rappel. La fois dernière, ou bien la semaine dernière, comme vous le savez tous, la révision des listes électorales a commencé dans la zone numéro 1 du lundi 7 au jeudi 9. Jeudi 10 avril, c'était ça. Parler de 9 d'abord. Justement. Madame, vous étiez présidente de CELI à Gouanivé 4 et 6. Voilà. Je voudrais que vous nous faites un peu l'état des lieux, comment les choses se sont déroulées. Merci beaucoup. Je vais rectifier. Je n'étais pas. Je suis. Vous êtes, voilà. Oui, je suis. D'accord. Je suis présidente de CELI à Gouanivé 4 et 6. Effectivement, la CENI a ses démembrements dans la CELI et moi je fais partie de la CELI à Gouanivé 4 et 6. Donc, il était prévu la révision des listes dans la première zone du 7 au 9 avril et avec les événements où le cours un jour a été ajouté, c'est-à-dire il y a eu prorogation d'un jour. Donc j'avais dit que la zone 1 concernait la région maritime et la préfecture de Haro. Et quels sont ceux qui sont concernés par cette révision des listes électorales? D'abord, nous avons les personnes âgées de 18 ans qui n'avaient pas 18 ans en 2023 et qui n'ont pas leur carte d'électeur, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans révolus, j'ajoute, ce n'est pas ceux qui sont nés le 31 décembre là. Si vous êtes né un 31 décembre et que nous sommes en avril, vous avez 17 ans, vous n'avez pas encore 18 ans révolus. C'est important. Maintenant, il y a aussi des adultes qui avaient plus de 18 ans en 2023, mais n'avaient pas eu la possibilité de se faire établir des cartes d'électeurs. Ceux-ci aussi sont concernés. Nous avons aussi des adultes qui avaient eu des cartes d'électeurs en 2023, mais les ont perdues pour quelque raison que ce soit. Donc,
ils ont perdu leur carte, ils peuvent revenir et se faire établir des duplicata. Et nous avons aussi des adultes qui ont des cartes d'électeurs en ce moment actuellement, mais parce qu'ils ne sont plus et là où ils étaient, c'est-à-dire ils ont changé de domicile, ou ils sont quelque part et au moment peut-être des élections communales que nous aurons, ils ne seront pas au même endroit. Ils peuvent aller demander un transfert, ou bien ils ont une carte d'électeur, mais peut-être au moment où elle avait été établie, peut-être la date de naissance avait été mal saisie. Ils peuvent aller faire des modifications. Donc, j'ai résumé pour dire ceux qui sont concernés par ce processus électoral. Maintenant, actuellement, nous sommes dans la deuxième zone. La deuxième zone concerne la région des plateaux, la préfecture de Blita, la préfecture de Sotoubois et la préfecture de Tchamba. Les révisions ont commencé le lundi 14 avril et doivent finir en principe le 16 avril. Mais comme pour la deuxième zone, si il y a beaucoup qui sortent, c'est-à-dire on a beaucoup d'affluence, peut-être qu'ils auront, la deuxième zone aura la chance qu'on puisse proroger aussi un jour. Donc j'invite massivement ceux qui sont concernés par cette révision, j'ai cité les concernés, qui puissent sortir. Aujourd'hui nous sommes mercredi, donc c'est le dernier jour, et si d'ici le soir il n'y a pas d'affluence, peut-être qu'on ne va pas proroger, mais s'il y a une affluence, ce qui est sûr, on va proroger au moins 2 jours pour permettre à ce que la plupart puissent se faire établir une carte d'électeur. La troisième zone concernera les régions de la Kara et des Savanes et la préfecture de Tchaoudjo, c'est-à-dire Sokodé, et la préfecture de Bassar. Donc voilà. Et j'invite également les personnes concernées dans ces zones de sortir à partir du lundi 21 avril pour aller se faire recenser. C'est-à-dire 21 au 23 avril. Bon, on ne sait jamais, peut-être il pourra avoir de prorogation. Et ça dépend toujours de l'affluence également. Donc voilà. Merci. Merci pour votre parenthèse et merci pour le travail abattu également et qui continue dans les autres zones. Vivement que nous faisons un appel à tous ceux qui sont en âge de voter mais qui ne disposent pas de carte d'électeur en ce moment. Vous connaissez, il faut aller se faire établir une carte d'électeur pour aller faire votre choix au jour J ou bien au moment où c'est important. Et aussi, il faut bien se le rappeler que les cartes d'électeurs aujourd'hui ne sont plus valables que pour les élections. On les utilise pour d'autres services également dans nos quotidiens. Donc nous devons nous faire établir ces cartes qui sont de denrées très importantes. On revient donc à notre code pénal et nous sommes sur le paragraphe 2 qui parle de l'empoisonnement et de l'administration de substances nuisibles à la santé. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Article 173. L'empoisonnement est le fait d'attenter intentionnellement à la vie d'une personne par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites. Je pense que c'est un français clair. On va continuer. Article 174. Toute personne qui sera coupable d'empoisonnement est punie du maximum de la réclusion criminelle. Du maximum de la réclusion, c'est 50 ans, je pense. La tentative d'empoisonnement est punie de la même peine. C'est-à-dire, si vous avez tenté d'empoisonner quelqu'un, vous avez mis les choses dans sa nourriture, il est venu, il a pris, peut-être il a mangé un seul,
il n'a pas mangé tout. Et par la grâce de Dieu, il a survécu. Si d'aventure on venait à faire les analyses et les recoupements et on se rend compte que c'est vous qui avez tenté de l'empoisonner, c'est que vous avez des problèmes. Vous êtes puni des mêmes peines, c'est-à-dire de la réclusion. Le criminel attend, c'est-à-dire 50 ans. Article 175. Je voudrais aussi dire quelque chose, parce que on a souvent l'habitude de dire on l'a empoisonné, sans aucune raison. Si vous avez la conviction et surtout les preuves d'un empoisonnement, vous ne pouvez pas aller enterrer précipitamment votre parent qui a été décédé des suspicions ou des suites d'un empoisonnement. Ça veut dire quoi? Si vous soupçonnez que votre parent a été empoisonné peut-être et il a mangé quelque chose et c'est un empoisonnement, vous devez demander à ce que on puisse faire l'autopsie de son corps pour savoir de quoi il est exactement mort. Quelqu'un, vous pouvez penser que la personne a été empoisonnée, mais peut-être c'est une crise cardiaque. Je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui vivait au Ghana et qui avait un copain au Togo. C'est une femme qui a plus de 45 ans et qui a au moins 4 à 5 enfants, mais qui ne vit plus avec le père de ses enfants, ou entre guillemets les pères de ses enfants. Donc elle se cherche, elle est venue chez son copain. Et lorsqu'elle est arrivée le jour là, selon ce que le copain disait, c'est que elle est arrivée, elle lui demandait qu'elle voulait qu'il fasse l'amour rapidement. Le monsieur dit, mais tu viens d'arriver, il a mangé, il faut aller manger, et pourquoi tu te presses que non, elle a envie de lui, et alors qu'elle avait pris une substance elle-même. Il y a des substances qui prennent aphrodisiaques, et cette substance-là, elle a prise et donc, elle était surexcitée. Voilà. Donc le monsieur dit, mais à peine il a fini de manger, elle insistait et ils sont passés à l'acte. Et effectivement, elle était, je ne peux pas dire... Dans tous ces états. Oui, elle était au 7e ciel jusqu'à ce que... Elle a dépassé même le 7e. Oui, elle doit être au 8e si on peut dire ça. Donc après, juste, elle dit au monsieur, j'ai très chaud, elle descend pour se coucher, elle met la natte, un pain, elle se couche et ils sont en train de causer. Et en un rien de temps, elle dit, mais elle ne se sent pas bien, elle a mal ici, elle a mal là. Le monsieur court pour aller chercher des secours et il est arrivé, elle a convulsé. Elle est décédée. C'est une crise. C'est une crise cardiaque. Vraiment. Oui, dû à quoi? Peut-être la substance qu'elle a prise. Mais on est allé, on a pensé que c'est un empoisonnement, tout ça là. Bon, on a fait les enquêtes, on a pris tout ce qu'il y a dans la chambre. Elle n'avait pas mangé. Vraiment. Elle n'avait pas mangé, elle n'a rien mangé. Mais bon. Et puis, très souvent, c'est les hommes qui prennent ce genre d'aphrodisiaque. Oui, je vais le dire pour sensibiliser les gens. Parce que les hommes ont tendance à croire que quand on prend du Viagra, et on devient performant, mais vous demandez plus à votre cœur. Parce que les rapports sexuels, et lorsqu'il y a un coït, c'est au moins 22 km parcourus. Selon les études. Maintenant, si vous fatiguez votre cœur avec ces substances-là, il y a eu beaucoup de personnes qui sont décédées, même en cours d'actes sexuels. Bien sûr. Oui, ce n'est pas un empoisonnement, ce n'est pas, on ne l'a pas tué, mais c'est parce que la personne a pris une substance. C'est elle-même, ce n'est pas quelqu'un. On apprend souvent est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on s'empoisonne soi-même? Ça veut dire que si on n'est pas informé, on peut dire que le ou la partenaire a empoisonné l'autre. Donc il faut faire extrêmement attention. Lorsque vous constatez ou lorsque vous soupçonnez que votre parent
a été empoisonné, s'il vous plaît, demandez l'autopsie, demandez au procureur de la République et du lieu où se situe la personne, et puis on pourra ordonner l'autopsie, on va voir. Si elle a été empoisonnée, donnez au moins les indices et les preuves pour qu'on sache que elle était avec tel. Donc, ce sont ces personnes qui peuvent l'avoir empoisonnée. On ne dit pas qu'on a empoisonné, on a empoisonné. Depuis un certain temps, c'est ça seulement, on dit parce que tel est ceci, tel a réussi, tel veut aller aux États-Unis, veut voyager, donc il faut que les autres l'ont empoisonné. Il faut faire extrêmement attention. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais la plupart du temps, c'est que nous ne prenons pas le temps de pouvoir analyser les preuves, de les recueillir. Faire le recoupement et tout. C'est difficile. On peut dire, on peut soupçonner, mais en l'absence de preuves, le doute profite à l'accusé, donc on ne peut rien faire. Bon, on va avancer. Article 175, toute personne qui cause à autrui une maladie ou une infirmité en lui administrant contre son gré ou par machination, abus de pouvoir, de tromperie, des substances nuisibles à la santé est puni d'une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d'une amende de 5 millions à 25 millions. Ça se comprend. Ça se comprend. Si l'administration de substances nuisibles à la santé occasionne une invalidité grave, son auteur est passible de 10 à 20 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 10 millions à 50 millions. Article 176. On passe à autre chose. Est coupable d'acte de transmission volontaire du virus de l'immunodéficience humaine VIH, la personne qui, se sachant infectée volontairement par quelque moyen que ce soit, transmet le VIH à autrui. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Mais avant ça. Oui, et je crois, la dernière fois, j'étais sur un réseau social et il y avait un témoignage. Et c'est une fille qui est venue témoigner que elle a eu des relations avec un monsieur qui lui faisait la cour et elle a refusé à un moment donné. Et elle a commencé par sortir avec le monsieur est sorti avec elle. À un moment donné, le monsieur insiste pour qu'il ait des rapports non protégés, et c'est qu'elle a accepté. Et quelque temps après, 6 mois après, il est venu lui annoncer froidement qu'il était infecté du VIH et que lui dit qu'il l'a transmis. Et il lui a transmis le VIH. Mais ça, c'est très méchant. Et donc, la fille a couru rapidement, elle est allée et elle a su qu'effectivement, elle était infectée. Bon, comme les parents de ce monsieur ne la connaissaient pas, elle a commencé par chercher, faire des enquêtes. Elle a d'abord vu un grand frère et elle l'a séduit et elle est passée à l'acte, elle a infecté et elle en a fait de même pour le petit frère de ce dernier. Donc elle se venge. Elle se venge et enfin elle a sauté sur le papa. Wow. Donc je dis c'est un témoignage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Donc ça veut dire que le monsieur qui lui a transmis le VIH est déjà coupable. Elle aussi, elle est coupable. Parce que sous l'effet de la vengeance, elle essaie de transmettre le VIH à d'autres membres de la famille du monsieur. Donc voilà. Sachant que les objets qu'elle utilise sont souillés par le VIH, utilise les 10 objets sur des personnes physiques. Je donne l'exemple d'un coiffeur. Et il sait que il a lui-même peut-être il est infecté avec le VIH, il se coupe avec une lame, il la garde jalousement et il vient, il prend pour raser les gens. Et en les rasant, il fait sciemment de les blesser pour leur transmettre le VIH.
Il y a des gens qui sont mauvais comme ça. 3. Volontairement injecte des substances infectées par le VIH à une autre personne. Ça va de soi. Sachant que le sang offert pour la transmission, le tissu ou l'organe donné pour être transplanté est infecté par le VIH, permet son utilisation ou procède à une transfusion de sang ou à une greffe de tissu ou d'organes sur une personne. La personne infectée par le VIH peut bénéficier de circonstances atténuantes pour un acte de transmission volontaire au titre du présent chapitre. Si elle a pris toutes les mesures utiles pour réduire substantiellement le risque de contamination, notamment le port de préservatifs. C'est-à-dire, si quelqu'un est atteint de VIH, on ne lui refuse pas d'avoir des rapports sexuels. Si il aime une femme ou un homme, il peut avoir des relations avec la personne. Je ne sais pas si c'est une femme qui est infectée ou je parle pour les deux sexes. Ça peut être les deux cas. Voilà. Donc, il prend soin de mettre le préservatif, mais malgré tout, l'autre est infecté. Ça, c'est la première. La deuxième, a informé son ou sa partenaire de sa séropositivité et obtient le consentement libre et éclairé de celui ou celle-ci préalablement à toute relation sexuelle. Oui. Tu souris. Pourquoi? Ça veut dire que si quelqu'un te dit que il a le VIH, donc tu ne vas pas donner ton consentement. Bon, ça... Oui. Ça là seulement, on ne répond pas, parce qu'on est sur les réseaux sociaux. On va dire qu'on a stigmatisé les gens. Vraiment. Non, on ne répond pas. Quand son cas va venir, on verra. C'est juste pour dire, et l'exemple qu'on a donné, la plupart du temps, c'est dans les couples. Aujourd'hui, les couples, l'homme peut être séropositif ou la femme peut être séropositive, mais l'autre ne l'a pas. Et parfois même, il y a certains, ils peuvent avoir des relations intimes avec les gens qui ont la séropositivité, mais ils ne vont pas être infectés. Voilà, c'est-à-dire ils ont une immunité quoi. Effectivement, naturelle. Voilà, donc ce qui fait que si par exemple vous aimez quelqu'un, il est infecté par le VIH, vous avez couché avec lui, parce que la plupart du temps aussi, lorsqu'on commence par prendre les antirétroviraux, ça réduit le virus à telle enseigne que il peut arriver qu'il n'ait pas de transmission. Ça veut dire que vous pouvez être atteint, moi je ne suis pas atteinte, mais comme vous prenez les antirétroviraux, c'est fini. Ça fera que la charge virale va diminuer et on peut avoir des relations intimes sans problème. Et les couples arrivent à concevoir et avoir des enfants et qui ne sont pas infectés non plus. Donc ça peut arriver. Ou bien, article 167 est puni de réclusion criminelle de 10 à 20 ans quiconque est reconnu d'un acte de transmission du VIH tel que défini à l'article précédent. Monsieur, vous qui êtes infecté, vous voulez infecter les gens là. Dieu vous voit. Ça c'est méchant. Vraiment. En cas de récidive, le maximum de la réclusion criminelle à temps est appliqué. C'est-à-dire que tu as infecté les gens. On t'a pris, on a amené. Après, tu sors, tu réinfectes les gens. C'est récidive ça. Ça c'est pas bien. Pendant un délai, parce qu'on avait déjà étudié. On parle de récidive quand? C'est pas quand tu es venu, on t'a libéré, on ne t'a pas jugé. On t'a jugé. Et on dit pour tu es sous le coup de la loi. Voilà, les infractions correctionnelles, ça a une durée. Pour les infractions criminelles comme cette infraction, ça a une durée aussi. Donc voilà. Section 2 des homicides involontaires, article 178. On va finir avec ça. Oui, l'homicide involontaire est le fait de causer la mort à un être humain par négligence, défaut d'adresse et de précaution, infraction à des règlements de sécurité. Toute personne qui se rend coupable d'homicide involontaire est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million ou de l'une de ces deux peines seulement.
Je vais continuer. Oui, Article 179. La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans et l'amende au double de celle prévue à l'article précédent si l'homicide involontaire a été causé. C'est important, c'est pour ça que je dis. 1. Au cours d'une partie de chasse sans permis. Tu vas à une partie de chasse. Tu n'as pas de permis de chasse. Oui. Tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Lors de la conduite d'un véhicule sans permis. Tu conduis un véhicule sans permis, mais tu causes la mort. C'est-à-dire involontairement. Tu causes un accident mortel. Ça veut dire que la peine est portée à 5 ans. On a dit 1 à 3 ans. Maintenant, ça va 1 à 5 ans. Vraiment. Sous l'empire d'un état alcoolique, les gens ont tendance à dire, ouais, et ce qui est arrivé, c'est parce que j'étais saoul. C'est encore pire. Ne dis même pas ça. Si tu causes un accident mortel, ne dis pas que tu as bu. C'est pour ça. Si on fait alcotest, on voit que tu as bu. C'est 1 à 5 ans. Vous êtes prévenus. Faut pas venir dire que madame ne vous avait pas dit. J'ai dit. Sous l'effet de stupéfiants ou de substances psychotropes. C'est la même chose. Tu es allé, tu as pris de la drogue, tu as pris tramadol, ou bien tu as fumé l'herbe, ou peut-être de la chicha. Oui, et surtout, si c'est de la cam même là, et la poudre blanche, cocaïne ou de l'héroïne, et si d'aventure tu vas causer un accident mortel, c'est que c'est que ça va à 5 ans, quoi. Oui, faut pas, moi je dis, c'est-à-dire que en cas de accident mortel là, faut pas essayer de se justifier pour dire vous l'avez fait sous l'empire, alors que ça là c'est encore pire. C'est encore pire. Et puis enfin, pas le conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport public de personnes ou de marchandises. Wow! Ça là, si on devait appliquer ça, les chauffeurs de bus et autres là, ils ont des problèmes. Parce que eux, ils ont la responsabilité de conduire les gens à bon port. S'ils vont, ils font des accidents, c'est pas bien. S'il fait un accident une fois et on le laisse, il continue, c'est pas bien. C'est pour ça qu'on dit 1 à 5 ans. La juridiction saisie prononce en outre la suspension ou le retrait du permis de conduire ou du port d'armes. Ça peut arriver, on n'a pas l'habitude de le faire, mais si on se rend compte que toi là, façon dont tu as fait, si on te laisse encore, tu vas tuer les gens, on va te reprendre ton permis. C'est ça. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là-bas. D'accord. Merci madame pour ces détails et explications sur ces articles que nous venons de visiter. Nous allons poursuivre dans le prochain numéro avec les autres articles et comme madame l'avait dit tantôt, c'est vrai qu'on ne va pas aller article par article forcément. Il va y avoir à des moments où on va sauter des articles si ce n'est pas nécessaire. L'essentiel est que ce qui va concerner le commun des mortels, nous allons donc passer ces articles-là et leur explication. Madame, nous sommes arrivés donc à la fin de ce numéro. Je sais pas, vous avez un mot pour conclure. Merci. Et dans la Bible, il est écrit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Aujourd'hui, si la connaissance vient à vous, c'est pour vous permettre, vous également, de maîtriser le droit, les rouages du code pénal et pouvoir savoir comment se comporter dans le quotidien. Si vous arrivez à écouter cette émission, c'est que vous êtes chanceux. Pour cela, je vous exhorte à le partager massivement à d'autres pour éviter que l'ignorance ne les tue. Merci. Merci à vous aussi, madame Odette Donga Nzonou, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Merci pour votre engagement. Monsieur Philippe Adika, pour la présentation de cette émission. Mesdames, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Bye bye.